Bonjour, ici Stevie Ray, bienvenue à cette présentation de Bâton Rouge Live, en direct du fameux restaurant de Lachenay. C'est le retour au bercail, le retour à la maison après des mois de représentation en studio sans contact. Et ça fait vraiment du bien, nous sommes tous très heureux d'être de retour en direct du fameux restaurant de Lachenay. C'est l'émission qui va dans toutes les directions et nous sommes disponibles sur Facebook, sur Kate Marina Flashback. Parlons maintenant de notre deuxième invité. Certains métiers sortent de l'ordinaire, mais ne les empêchent pas d'être non seulement populaires, mais très utiles. Et c'est le cas en ce qui concerne notre deuxième invité. Elle pratique et enseigne la voyance, et ce depuis nombre d'années. Son approche est sérieuse et fort crédible. Et pour explorer les dessous, le but et les résultats de son métier, nous recevons une voyante d'expérience afin de vulgariser le tout et de mieux comprendre de quoi il en retourne, ainsi que des préjugés. Nous serons avec une femme fort intrigante, soit Mélanie Ouellette. Mais tout d'abord, notre premier invité, c'est un artiste multidisciplinaire dont le verbe articuler n'a d'égal que sa générosité et son engagement artistique. C'est un humoriste qui aura marqué la scène québécoise de différentes façons, dont certains personnages resteront gravés fort longtemps, mais c'est également et tout autant un musicien dans l'âme et sur le terrain. Je vous présente donc celui qui revendique le titre de l'humoriste du Québec, comptant le plus d'années de service, un homme sympathique et passionné, François Léveillé. Bonjour François, ça va bien? Oui, oui, salut. Je suis votre nouvelle poule, mesdames et messieurs. Elle est bonne celle-là. Je suis le plus vieux de la gang. Ben oui, certain. Regardez ça, puis je suis le plus vieux en fonction actuellement. Ben oui. Depuis que Clémence Desrochers pour sa retraite. Wow! Mais je trouve qu'il y a un peu du Clémence. Tu trouves? Mais je veux dire, je suis bien heureux de te voir parce qu'on s'est parlé souvent au téléphone pendant la COVID. Et puis, ma première question, parce qu'on n'a pas tous vécu la période COVID de la même façon. Dans le cas de François Léveillé, tu as vécu ça comment, toi? Très bien, moi, Thomas. Honnêtement, ben, en partant, nous autres, on travaille chez nous. Tu sais, ma femme est à la retraite. Oui. Moi, j'ai toujours travaillé chez nous, j'ai mon studio, j'ai tout. Alors, je suis pas sociable, j'ai même pas de chambre d'amis, ça te donne une idée. Bon. Non, j'ai très, très bien vécu ça. La seule chose, c'est que je me suis ennuyé de ma petite fille, c'est sûr. Parce que je suis grand-père depuis, c'est ça. Depuis 4 ans. Nouvelle expérience. Oui, depuis 4 ans. Puis je me suis ennuyé évidemment de mes enfants. Okay. Mais sinon, ça s'est très bien passé. Mais tu dis que tu n'es pas sociable, et moi je veux dire aux gens qui nous écoutent, et je vais te dire à toi, je te l'ai dit aussi avant l'entrevue, j'ai beaucoup aimé ta simplicité, ta générosité, tu es un gars du peuple. On ne sent aucun snobisme, aucune once de regard de plus haut. Tu es vraiment un chic type. Et je te remercie d'être ici, c'est vraiment, vraiment apprécié. Et comme tous le savent aussi, tu es un humoriste bien établi, mais tu es aussi musicien dans l'âme, comme je le disais dans la présentation. Parce que tu as une formation, tu es un musicien d'expérience sur le terrain, tu as une formation en guitare. Oui. J'ai commencé, en fait, j'ai fait 2 ans de guitare classique quand j'étais au secondaire, mais je suis devenu auteur-compositeur-interprète avant de devenir humoriste. Okay. J'ai gagné un concours en 1973. Ça te rajeunit pas, ça? Non, mais puis j'ai gagné ce concours-là. Suite à ça, j'ai fait 2 albums en 79 et en 83. J'ai fait des tournées en Europe comme chanteur, puis j'ai fait un bon bout de chemin. Puis, au début des années 80, après le référendum, la chanson comme Poignée de barre au Québec, d'ailleurs, tout ce qui était le théâtre, tout ce qui était québécois, on est passé du fond à la forme, en fait. Okay. Et puis, c'est arrivé le disco, puis c'est arrivé des autres affaires. Là, ma carrière de chansonnière comme Poignée de barre. Et puis, avec les lundis juste pour rire, j'ai fait des essais, puis ça a marché. Je suis devenu humoriste, un petit peu, contre mon gré. En vieillissant, es-tu meilleur guitariste que tu l'étais, ou tu as l'impression de perdre un petit peu de... Non, ben en fait, j'ai changé parce que là, je suis plus dans le jazz un peu. Puis j'ai une belle collection de guitares, fait que je m'amuse beaucoup. Je fais des gammes pas mal tous les jours. Fait que non, parce qu'avant aussi, j'étais dans un carcan de chansonnier, puis je faisais des arpèges, j'étais bien folk, classique. Et à un moment donné, je me suis intéressé à autre chose, fait que ça m'a permis de m'ouvrir un petit peu. Mais on va parler justement de ta collection de guitares, parce que tu m'as confié que tu avais à un moment donné jusqu'à 60 guitares, et des guitares de renom. Je veux dire, des marques de choix, des Fender, les Gibson. Tu as commencé à t'en départir un peu aussi. Ben, quand j'ai eu 60 ans, en fait, je me suis dit, si je veux pas, parce que imagine que tu pètes aux frettes du jour au lendemain, et que la femme se ramasse avec une quarantaine ou une soixantaine de temps. Et elle ne joue pas. Elle ne joue pas, puis elle connaît pas ça. Ça fait que j'ai décidé de commencer à vendre. Là, j'ai vendu la majorité de ma collection parce que je garde juste celle que j'utilise. Tu es également écrivain parce que tu es présentement à la rédaction d'un roman policier, entre autres choses que tu fais, parce que comme je le disais, tu es multidisciplinaire. Est-ce que pour toi,
l'inspiration est un phénomène souffrant qui fait qu'en pleine nuit, tu as des idées et tu as les feuilles à côté de ton lit. Le syndrome de la page blanche, ou l'inspiration arrive à n'importe quel moment, ou tu es un écrivain, comment je pourrais dire, discipliné, qui fait du 9 à 5. Ben, je fais pas du 9 à 5, je fais du 8 à midi, en fait. Mais je travaille à tous les jours, je m'installe, j'écris. J'ai pas le syndrome, je l'avais avant, le syndrome de la page blanche. Et je me suis rendu compte que c'est à force d'écrire que tu finis. Fait que c'est comme faire des gammes à un moment donné. Au début, ça veut peut-être rien dire. Tranquillement, l'imagination fait son travail, puis tu réussis à passer au travail. Mais tu sais, en 2002, j'ai fait un livre de nouvelles. Et puis, suite à ça, j'ai vraiment. J'ai attrapé la piqûre de l'écriture. J'écrivais des monologues, des chansons. Fait que j'ai toujours écrit finalement. Roman policier, c'est vraiment autre chose. C'est vraiment plus compliqué que je pensais honnêtement parce que j'ai recommencé 3 fois. Là, je suis en bonne track. Là j'ai l'impression que je vais aboutir. J'écris ma biographie en même temps. Tout ça, mais j'écris tous les jours. Je m'assieds à ma table à partir de 8 h. Puis jusqu'à midi, je lâche pas. Tu es né à Québec? Ouais. Quand on est le 9e d'une grosse famille de 10, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on est peut-être plus porté sur le partage? Ben, on a un enfant unique. En plus, je suis 9e d'une famille d'enfants, mais ma mère était. J'ai perdu mon père à l'âge de 3 ans. Ce qui fait que ma mère a élevé 10 enfants tout seul. Fait que c'est vraiment quelque chose. Tu es obligé d'apprendre à partager, tu es obligé d'apprendre à te débrouiller aussi. Moi, j'ai eu des petites jobines très tôt dans ma jeunesse. J'ai rendu des fruits et légumes pour passer les journaux, livreur de pharmacie, j'ai fait à peu près de tout. Puis, mais en étant 9e, j'ai aussi appris à me taire, parce qu'à un moment donné, tu couches 4 dans la même chambre. Et puis, avec des plus vieux? Avec des plus vieux, puis j'avais une couple de mes frères qui était plutôt taquin, mettons. Tu sais, moi, le genre de frère qui te réveille en plein milieu de la nuit, tu as 17 ans. Tu vas être en ton école, là, tu t'habilles, tu te réveilles, tu te ramasses sur le trottoir. Il y a en disant, bon, je pense que je vais être il est 5 h du matin seulement. Ouais. 45 ans de métier dans le show business, que ce soit dans la musique ou que ce soit dans le stand-up ou dans l'humour. Moi, je suis tenté de te comparer à Gordie Howe, qui a joué 32 saisons professionnelles. Mais comment tu expliques ta longévité et est-ce que c'est ta plus grande fierté? Bien, en fait, d'avoir gagné ma vie tout ce temps-là puis de la gagner encore, je trouve ça, c'est un privilège. Mais le type de carrière que j'ai mené, tu sais, j'ai été auteur, compositeur, interprète avant. Je suis devenu humoriste, metteur en scène, écrivain, j'écrivais pour d'autres. Ce qui fait que... Artiste et artisan. Exactement. Comme tu me le disais. Je porte les 2 chapeaux, oui, puis c'est probablement ça qui a fait que j'ai bien gagné ma vie. Mais je vois ma carrière un peu comme un... Imagine que tu as un buffet et tu goûtes à tout. C'est bon ça. Fait que c'est ça, j'ai pourtant, t'es pas gros. Tout dans le métier. Non, je suis pas gros, j'ai écouté avec parcimonie. C'est bon ça. Fait que c'est comme ça que j'ai pratiqué mon métier. Puis peut-être que si c'était à faire dans une autre vie, si je reviens, on en parlera. Si je reviens, j'aurais peut-être une ou deux disciplines. La musique, j'adore ça, la guitare, j'adore ça. Et le métier de comédien, j'aime ça aussi. Peut-être que je ferais autre chose que de l'humour. Je me concentre plus dans le fond. Parce que tu peux pas être bon dans tout. Même si quand tu fais tout, à un moment donné, je pense qu'il y a une spécialité. C'est pas pour rien que les gens qui sont comédiens à part entière ou guitaristes à part entière. Moi, j'aimerais développer davantage une des facettes que j'ai exploitées dans ma vie. Là, je commence à être vieux pour la faire. Bon, t'es pas si vieux que ça, mon François. Je veux dire, tu regorges d'énergie. On va aller dans un épisode un peu plus sérieux, presque dramatique. 2019, faux diagnostic de cancer. Ouais. Est-ce que ça a changé François Léveillé, soit dans ses priorités, même si tu es un homme sage, je veux dire, rendu dans la soixantaine, je pense que nos priorités sont dans la bonne place. Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé pour ce faux diagnostic? Et en quoi ça t'a changé peut-être? J'avais mal. Au départ, j'ai 2 hernies discales, moi, depuis. Puis là, j'avais vraiment mal dans le dos. Ça se propageait à la hanche puis aux jambes, tout ça. Fait que je commençais à être inquiet. Mon médecin de famille me fait passer un IRM pour me dire puis avez-vous du nouveau, avez-vous su ce que vous avez? Je sais que j'ai 2 hernies discales. Elle dit, vous avez en plus de ça un cancer des os. Ça fait que là, évidemment, tu capotes. J'ai passé des examens, on m'a référé à un oncologue qui m'a fait passer des biopsies de la hanche, des biopsies des poumons, des biopsies de la prostate. J'en ai eu un méchant paquet pour me faire dire finalement après 4 mois que j'avais pas de cancer pantoute, que c'était une sarcoïdose, que ça se soignait avec de la cortisone. Puis il fallait que
Mais ça a été évidemment traumatisant parce que tu te dis, il me reste un an à vivre. Puis en plus, c'était d'autant plus traumatisant que j'avais perdu ton épouse, tes petits-enfants, tout le monde. Oui, puis j'avais un ami qui est mort, lui, du cancer des os un an et demi auparavant. C'est plutôt souffrant, merci. J'étais paniquant. Oui, je l'ai vu, il était couché dans un lit enveloppé d'oreiller. C'était comme une poupée de porcelaine. Tu sais. Ouais. Alors, quand on m'a annoncé que j'avais pas de cancer des os, inutile de dire que j'en ai broyé une shot de joie, de soulagement, en fait. Mais ça m'a permis aussi de dire qu'il n'y avait pas juste le métier dans la vie, qu'il y avait des choses plus importantes. Puis ça m'a permis peut-être de relaxer un peu plus, d'arrêter de m'en faire des choses qui n'en valent pas la peine. Fait que c'est ça, mais aujourd'hui je suis en parfaite santé, je suis asymptomatique. Tu as l'air à péter le feu, François, c'est ce que je constate. La boucane, mettons. Il n'y a pas trop de feu, mais il reste encore de la boucane. On va parler maintenant de ton côté humoriste. Comment as-tu été découvert? Et puis, comment tu te définis dans ton approche par rapport à l'humour? Ben moi, on m'a découvert en fait au lundi juste pour rire. J'ai passé l'audition en même temps que l'édition. Dans le fond, on a commencé à peu près à la même époque. Puis moi, comme ma carrière de chanteur battait de l'aile, je suis allé passer une entrevue avec Louise Richer au lundi juste pour rire. Oui. Puis elle m'a dit, ben essaye. Puis j'ai fait un monologue qui était le mal de tête. C'est un des premiers monologues que j'ai fait. Puis ça a marché. Là, j'ai créé des personnages tranquillement, Bob Cashflow, mon directeur d'école, mon animateur de pastoral. Puis dans ce temps-là, les personnages, ça marchait très bien. Et puis tranquillement, ma carrière d'humoriste a pris le dessus sur ma carrière de chanteur. Puis c'est par hasard vraiment parce que je faisais des chansons humoristiques avant, mais je ne me considérais pas comme humoriste à part entière. Fait que finalement, c'est comme ça, à force de fréquenter aussi les gens du milieu, que j'ai développé ma carrière d'humoriste. Et tu as eu la chance de travailler, collaborer avec Patrick Normand. Oui, et tu m'as parlé d'une chanson qui a été composée en seulement 10 minutes. Là, tu me parles de cette expérience-là avant que nous prenions une petite pause. En fait, la chanson, c'est parce que je pense que c'est le dernier album de Patrick. Il m'a appelé et il m'a dit, écoute, moi j'avais connu Patrick à l'époque où on avait le même agent. Ouais. Puis j'avais travaillé un petit peu avec lui pour l'aider dans ses présentations puis à monter son spectacle. Puis il m'a rappelé pour participer avec lui à l'enregistrement d'une des chansons de son album. Okay. Et puis ça s'est fait comme ça. On s'est installé chacun de notre bord, puis on l'a interprété en one shot. Wow. On a dit c'est correct, c'est parfait, puis il était bien content. Fait que ça a été une expérience, d'autant plus que Patrick est un excellent guitariste et un merveilleux chanteur. C'est un gars qui a une culture musicale assez impressionnante. Ben oui, c'est une bibliothèque. Qui m'a appelé pour chanter avec lui, j'étais bien fier. Ah oui, certain. Te considères-tu plus musicien ou humoriste? Pas mal si tu fais un pourcentage. J'aime faire les deux, mais j'ai plus... Plus musicien en vieillissant? Oui, certainement. Ouais. Parce que j'avais abandonné à un moment donné, quand j'ai commencé ma carrière d'humoriste, je faisais encore de la musique, mais je répétais pas tous les jours. Mais aujourd'hui, j'ai besoin de faire de la musique, j'ai besoin de jouer de la guitare. Mais là, de dire que la musique prend toute la place, ça pourrait faire des jaloux. Moi, avant de prendre une pause, je serais tenté de demander à Bob Cashflow qu'est-ce qu'il pense de ça, d'être mis un peu de côté. Écoute, Simonac. Faudrait que je mette mes lunettes pour le faire, mais ça fait tellement longtemps que je l'ai fait en plus. Écoute, moi, ce que je dirais, en gros, c'est que la vie, c'est pas un champ d'oiseau, mieux vaut mettre du chlore dans son eau. C'est finalement la grande sagesse qui l'emporte. Il m'a mis dehors, puis aujourd'hui, je suis en retraite, je vais en Floride, puis je profite de la vie. C'est bon, ça, il est ta faute là de Je pense, donc je suis, tu penses, donc tu suis. C'est bon, ça. Voilà. Merci, Bob. Nous allons prendre une pause, mon cher François, quelques instants. Je vous rappelle la voix pendant ce temps. Je vous rappelle, avais-tu mal à la voix quand tu faisais ça? Non, mais dans le temps, quand tu faisais pendant le il a fallu que je pratique, que je trouve une technique pour le faire, parce que ça devenait m'emmener, c'est sûr que c'était pas évident. L'imitation des cordes vocales. C'est certain. Je vous rappelle que vous regardez Bâton Rouge Live, le fameux restaurant de la Chenille qui est situé au 1400 rue Yves-Blais. C'est un endroit imbattable quand on parle de bons repas. L'atmosphère est chaleureuse et il n'y a rien de mieux qu'un délicieux steak cuit à votre goût. Mais n'oubliez pas, le menu est complet ici au Bâton Rouge La Chenille. Comme je vous le dis, c'est un restaurant de choix qui est situé au 1400 rue Yves-Blais. Je vais vous donner le numéro de téléphone pour les réservations, pour le take-out, les commandes pour emporter, ainsi que pour la livraison. Donc, le 450-581-1888. Je vous rappelle également que nous sommes en conversation avec un artiste d'expérience non seulement accompli, mais aussi multidisciplinaire, soit François Léveillé. Maintenant, sur une note un peu plus sérieuse, vous allez être traité avec beaucoup d'écoute et de compréhension si vous vivez une infestation. Vous aurez compris ici qu'on parle de bébite. Et plus vous allez attendre, et plus le problème va s'aggraver. Il est donc important d'appeler
La solution, c'est Rive-Nord Extermination, 35 ans d'expérience qui vous attendent sur place, une entreprise familiale très sérieuse, un service personnalisé. Donc, la solution pour une infestation, Rive-Nord Extermination dans le 450, c'est le 582-6706. Je vous parle également d'un nouveau partenaire, une entreprise où qualité et service sont au rendez-vous, soit M Pavage. Votre entrée de maison ou de votre commerce a besoin d'être rafraîchie. M Pavage est le spécialiste à consulter. Quand on parle d'entretien, d'entrée d'asphalte, de nettoyage, de colmatage, de fissures, d'application de scellants protecteurs, votre entrée redeviendra comme une neuve. Des prix compétitifs pour un travail de qualité vous attendent. M Pavage, là où la qualité n'est pas que du bavardage. Le numéro de téléphone dans le 514, c'est le 754-0069. Depuis le début du confinement, on se répète les 3 mots magiques, comment ça va, appelez un ami, renouer avec quelqu'un avec qui ça fait un certain temps que vous avez appliqué un brin de jasette. Vous allez prouver que vous êtes un véritable ami. Vous allez également semer un brin d'optimisme et de joie dans le cœur des gens. Donc, comment ça va, les 3 mots magiques. Vous êtes amateur de chasse et de pêche, l'endroit pour vous, c'est Performance Chasse et Pêche, une entreprise qui porte bien son nom. Beaucoup d'expériences sur place qui vous attendent puisque ce très beau magasin existe déjà depuis 24 ans. Une bonne réputation, tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord quand on parle de conseils et de batterie concernant la chasse et la pêche. Donc, Performance Chasse et Pêche, là où la passion se vit à chaque saison. Mon cher François, on va élaborer maintenant sur un préjugé qui est pratiquement une réalité pour certains. Les artistes qui font dans l'humour ou dans la musique et qui connaissent du succès sont sur le party, c'est ce qu'on entend souvent. Et donc, ils ne mènent pas une vie normale, c'est pas une vie rangée. Dans ton cas, c'est tout à fait faux, puisque tu es avec la même femme depuis 47 ans, dans un travail très demandant, et c'est ce qui explique peut-être aussi ta longévité. Je ne veux pas te souffler de réponse, mais d'être avec la même personne comme ça depuis si longtemps, ça doit aider. Tu l'as rencontré où? Et est-ce que c'est vrai, le fameux préjugé, que les gens qui sont dans l'humour et dans le domaine de la musique sont pas mal tous sur le party? Ben, je peux pas dire que tout le monde est sur le party. J'en connais qui sont sur le party, ou qui l'ont déjà été, et qui sont tranquillisés avec le temps. Moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai connu Marie au cégep, ensuite à l'université à Québec, vient de Québec. Et puis, Marie travaille dans le même métier que moi, c'est-à-dire qu'elle travaille dans le métier des artistes, c'est-à-dire elle travaille en télévision, elle a fait son cours en communication, donc elle est très à même de comprendre ce que ça implique de faire le métier que je fais. Ça fait que le fait qu'elle comprenne ça, ça a facilité notre relation de couple et ça nous a permis, en tant que travailleurs autonomes, les deux en plus, de travailler à la maison puis de se faire un plan de match pour avoir des enfants, tout ça. Donc, je pense qu'au départ, quand tu as une conjointe qui comprend ta façon de vivre, ta façon de travailler, qui comprend ton univers, ça facilite les choses en maudit. Puis l'autre point, c'est que moi, je suis un bon vivant. Là, il m'est arrivé des affaires en tournée comme tout le monde, mais je me suis pas garroché à gauche, à droite dans d'autres. Ben, ta relation sérieuse avec une femme rencontrée jeune, qui dure et perdure là, depuis bientôt 50 ans, je veux dire, ça a été un plus pour toi. C'est sûr que ça a été un plus. De garder dans le droit chemin. Dans les périodes difficiles aussi, c'est une bonne chose que d'avoir une personne qui te comprend et qui est là pour t'aider. Parce que moi, au début de ma carrière, à un moment donné, quand la carrière de chanteur a arrêté de fonctionner, Marie travaillait et c'est Marie qui me faisait vivre. Puis à un moment donné, la carrière d'humoriste m'a permis d'en prendre le dessus. Et puis là, ça prend de l'humilité pour... oui, ça prend de l'humilité, puis ça prend pour aussi l'avouer. De la passion. Là. Moi, je m'en cache pas parce que j'ai eu des périodes difficiles comme la plupart des artistes de toute façon. Puis après ça, la carrière d'humoriste a pris dessus. Puis là, vraiment, j'ai eu une belle envolée. Puis ça m'a permis de gagner ma vie de façon... Donc, on va se dire les vraies choses. La vie d'un artiste musicien ou humoriste, c'est pas nécessairement toujours une joyride. Non. Je veux dire, il y a des moments qui sont forcément agréables, mais il y en a d'autres où la réalité est tout à fait différente. Et c'est pas mal moins glamour que les gens peuvent le penser. Tu aurais peut-être un conseil même à donner aux gens qui veulent se prédestiner à l'humour ou à la musique. Même le métier de comédien, c'est la même affaire. Mais je pense qu'il faut que tu suives ta trajectoire, il ne faut pas que tu prennes tout. Moi, il y a des erreurs que j'ai faites, c'est d'aller chercher, par exemple, accepter de faire des pubs, par exemple, que ça ne te tente pas de faire. Au début, je disais oui tout le temps, et ça a été difficile. J'ai fait un épuisement professionnel comme ça au début parce que je disais oui pour tout et pour rien. Puis à un moment donné, j'étais plus capable de répondre au téléphone parce que j'avais peur qu'on me propose des affaires que ça ne me tentait pas de faire. Tu sais, des pubs, je me souviens entre autres d'une pub de bière où c'est à peu près le 25e qui passe. Puis là, le réalisateur a été foiré dans son fauteuil, ça tant puis tu vois qu'il était cœuré. Puis là, il dit OK, là t'es dans la cour, là, tu tasses la headset, tu regardes une fille en costume de bain au bar. Il dit moi, il faut que je fasse ça. Il dit ouais, tu fais ça. Merci beaucoup, ça m'intéresse pas. J'ai sacré mon temps. Oh, wow. Puis une autre fois, c'était une machine à popcorn.
Fait que si vous accumulez tant de points, on vous donne cette magnifique machine à popcorn. Ça me tentait pas de la faire, puis Marie me faisait répéter, puis j'avais tellement envie de broyer, tellement que ça me tentait pas. Et mon gérant dit, ah, c'est de l'exposure, puis fait que je dis, OK, il faut le faire. Fait que finalement, après 3 ou 4 répètes, on recommence. Et si vous accumulez suffisamment de points, vous gagnez cette calice de machine à popcorn. J'ai sacré ça là, puis j'ai sacré mon camp, j'ai dit plus jamais. Là, j'ai dit, moi, dorénavant, je ne fais que ce que j'aime dans la vie. Je suis pas ici pour. Tu sais, t'as beau dire que c'est payant, mais c'est pas payant. Puis en plus, si t'es pas bon, ça paraît que t'es pas bon. Arrête de mentir à la caméra, tu sais. C'est ça. Fais ce que t'aimes, fais ce dans quoi t'es le plus compétent, c'est vrai. François, la question de la discipline personnelle est importante. Et toi, c'est sûr que tu en as vu des très talentueux qui n'ont fait que passer par manque de discipline personnelle. Sans nommer personne, as-tu eu des anecdotes de gens que tu as vus qui se sont carrément brûlés? Oui, ben, comme dans la chanson, surtout. Surtout dans la musique. Dans la musique, j'en ai vu beaucoup qui ont eu un hit, ils pensaient que c'était parti pour la vie, alors que c'est pas ça. La tête enflée. Ben, entre autres, ou tout simplement ils sont assis sur leur laurier, puis après le hit, ça a peut-être duré un an, puis après ça, c'est tombé, puis ils sont tombés vraiment bas, là. Ça plus de job, plus rien, là. Ça, j'en ai vu beaucoup. Oui, quand tu es étiqueté, difficile à travailler, après, se replacer, c'est pas facile. C'est pas évident. Fait que, non, c'est la persévérance, puis pas hésiter à se remettre en question, puis c'est surtout travailler, puis aiguiser son crayon pour avoir peur de le faire. En humour, c'est la même chose. Moi, j'ai arrêté de faire des personnages il y a 10 ans parce que je considérais avoir fait le tour. C'était pas facile à faire. C'était une de mes prochaines questions, ça. Ouais, j'ai arrêté à cause de ça. J'ai arrêté parce que pourtant, ben, Bob était encore très populaire. C'est sûr qu'au début, le public a fait un petit peu. Oh oui, j'en doute pas. Mais sauf que moi, j'avais plus rien à dire. Je l'ai mis à la porte. Mon directeur d'école, même chose. Je l'ai toffé lui un petit peu plus longtemps parce que dans les galas puis dans certains congrès que j'ai faits dans le monde de l'enseignement, on m'a demandé de le faire. Mais il ne faut pas avoir peur de prendre ces décisions-là parce que c'est à long terme, c'est toujours ce qui est le plus payant. La pression dans le domaine de la musique et de l'humour, c'est une question d'interprétation, c'est du cas par cas. Tu me dirais quoi sur la pression? Toi qui as joué en Europe, en Suisse, en France, en Belgique, je veux dire, c'est pas partout pareil. Il y a certains gars-là aussi qui t'amènent un lot de pression peut-être un peu plus grand qu'ailleurs. Ouais. C'est quoi ton interprétation de la pression? La pression, c'est... Est-ce que toi, tu carburais à la pression, exemple? Au début, oui, parce que tu veux tellement que ça marche que tu t'ambitionnes puis tu remontes des défis. Et là où ça devient dangereux, c'est quand, comme je parlais de mon agent, quand mon agent me demandait de faire des affaires que ça ne me tentait pas de faire. Ouais. Ça, c'était un genre de pression qui était négative. Le track, en soi, c'est une batterie. C'est comme une énergie. C'est l'adrénaline. Il y a deux choses là. Où tu prends un court-circuit ou tu t'en sers. C'est ça. Alors, moi, je pense qu'il fallait que je carbure positivement. Puis quand on me demandait de faire des choses que j'aimais pas, ben, au début je disais oui, mais à un moment donné, j'ai fait un épuisement professionnel pour vrai. J'étais j'étais allé en thérapie pendant 2 ans pour essayer de faire de l'auto-hypnose, pour me calmer. Ouais. Puis j'ai appris à dire non. La chose trop. En fait, je me donnais trop, mais c'est surtout que je faisais des choses que j'aimais pas. Ben, fait que j'ai appris à dire non, puis à ne faire que ce que j'aime. Ça a tout réglé mes problèmes. Toutes les professions, tous les milieux évoluent. La différence première entre le métier d'humoriste d'il y a 40 ans et d'aujourd'hui, quelles sont les différences? Ben, c'est que quand j'ai commencé, on était 10-12, puis aujourd'hui, on est 75. Ah, c'est bon, ça. Ça fait déjà une grosse différence. Plus les plateformes. En plus, maintenant, un humoriste qui veut se lancer pour faire une production de spectacle, il faut qu'il en mette de la pub, il faut qu'il attire l'attention. C'est très long, c'est très laborieux. Dans le temps, quand j'ai commencé, on faisait des petites annonces de même dans le journal, puis ça remplissait des salles. Aujourd'hui, quand il y a mon dernier spectacle, je faisais des pages pleines dans le journal de Montréal. Tu sais, ça coûte 10 000 une page, il faut en mettre de la pub pour attirer ton monde. Fait que c'est ça qui a changé, c'est que c'est devenu une industrie, alors que peut-être au début, c'était plus artisanal, en tout cas, moi, c'était plus artistique. Je trouve que maintenant c'est vraiment une machine à boudin. Il faut que ça sorte. Il y en a beaucoup. Ceci dit, je ne remets pas en question le talent des artistes pendant mais l'industrie elle-même a des questions à se poser. C'est pour ça que l'industrie du disque va mal, parce que y a le fait que le support n'existe plus. On s'en va vers le streaming. Ça, au niveau des droits d'auteur, c'est catastrophique. Puis, c'est ça, c'est que ça prend de plus en plus d'investissement. Il y a de moins en moins de compagnies capables de fournir les fonds nécessaires pour supporter un artiste comme du monde. Fait que c'est pas évident. En tant qu'artiste, parce que ça se rejoint, c'est quoi la différence majeure entre François Léveillé il y a 40 ans et aujourd'hui? Avec tout ce que tu as vécu, que ce soit ton épisode de Faux Cancer, que ce soit ta large et vaste expérience musicale et de terrain et puis tout ça. Ben, je te dirais que j'éprouve plus le besoin. Au début de ma carrière d'humoriste, je voulais être le premier.
Aujourd'hui, je m'en sac pas mal. Je veux juste voir le public qui me suit et qui m'aime bien. Puis je prends ça avec beaucoup plus de sagesse et de simplicité qu'avant. Tu sais, je me mets plus les pressions inutiles. J'ai envie de faire un bon numéro. Tu choisis ce que tu veux faire aussi. Oui, exactement. Puis j'ai envie de faire des bons numéros. J'essaie, je capote pas, je m'empêche pas de dormir. Je me dis, je pense que je le travaille. Mais mon approche est beaucoup plus simple qu'elle l'était avant. Tu sais. Nous sommes bousculés par le temps. On va terminer les quelques minutes qui nous restent avec ce que j'appelle les questions rafales. Tu me réponds par un mot, un nom ou une phrase. Hein? Par oui ou par non? Non, pas vraiment. Mais un mot, un nom, une phrase, sans nécessairement élaborer. En tant qu'artiste, en une phrase, tu te définis comment? Artiste et artisan. Ah, comme tu m'avais dit en pré-entrevue. Oui, exactement. C'est ce que j'aime faire parce que j'aime autant, comme là j'ai un petit studio, puis je travaille, je m'enregistre, je fais du montage, j'adore ça. Fait que dans les deux, artiste et artisan. Qu'est-ce qui fait une bonne représentation, que ce soit en humour ou en musique? Satisfaisante pour toi? Être en forme, être en santé dans ta tête. Oui, que ça se reflète. Oui. Pas être sur le party, entre autres. Oui. Est-ce qu'on sent l'assistance avant un match? Avant une représentation? Tu veux dire si j'ai le trac avant un match? Non, est-ce que tu sens... Est-ce que ça t'influence beaucoup? Mais est-ce que tu sens, tu regardes ça, tu dis, ouais, à soir, ça va être difficile? Ah, je tente le tout le temps. Je veux savoir le pourcentage homme-femme, l'âge du public. J'ai un paquet de questions que je pose pour savoir exactement à quoi m'attendre. Ça me permet de visualiser comment la première approche. Quand je monte sur scène et je vois le public, je sais à quoi m'en tenir parce que je me suis fait un petit plan de match au départ. Avec le nombre de représentations que tu as données dans différents milieux, dans différents endroits, tu as sûrement connu des flops. Parfois, c'est le côté technique. Aurais-tu une anecdote croustillante et savoureuse qui te passe par la tête? Il y a eu des anecdotes. Je me souviens de deux premières que j'ai faites. Une au Jésus à Montréal, il y a eu une panne d'électricité 5 minutes avant d'embarquer sur scène. Wow. Panne générale, pas de chose. À Québec, la console a sauté. À la salle Albert Rousseau, le jour de première, la console de son a sauté. Bon. Et en 2014, je me suis cassé un bras 2 minutes avant d'entrer sur scène. Les 2 pieds sont partis, je me suis cassé un bras. Puis tu as joué pareil malgré la douleur? J'ai pas pu jouer. OK. Ben non, j'avais le bras cassé, le show est annulé. Puis le pire, c'est que ma femme était dans la salle, l'animateur monte sur scène, il dit « Bon, mesdames et messieurs, François Léveillé n'est plus. » Il dit ça de même. Ma femme est dans la salle, elle a pensé que j'étais mort. Fait que là, elle court dans l'âge, voir ce qui se passe. Je m'étais cassé un bras, je suis rentré à l'hôpital. Fracture ouverte? Fracture non, pas ouverte. Non. Wow. Fermé à 5 ans. Les qualités nécessaires d'un bon humoriste? C'est sûr qu'il faut aimer les gens, là. Oui, c'est sûr et certain. Si t'es sauvage, mettons que t'es pas dans la bonne branche. Oui, puis aimer le public, puis d'être ouvert. Moi, je pense que c'est la simplicité qui est le message premier. Parce que c'est comme ça que tu sens mieux les gens. Oui. Si c'était à recommencer, ferais-tu certaines choses différemment au niveau professionnel? Oh oui. Peux-tu m'en nommer une? J'apprendrais à fermer ma gueule. OK. Parce que des gens que j'ai rencontrés avec qui j'ai plus ma façon de penser. Manque de diplomatie plus jeune? Ben, moi, je suis quelqu'un, j'ai manqué de filtre un peu. Tu sais, j'avais pas de... Ah ouais? Puis quand ça faisait pas, ça faisait pas. Je suis quelqu'un d'entier. C'était une personne enflammée. Entière. Ouais. Fait que des fois, quand ça faisait pas, ça faisait pas. Puis je me suis mis beaucoup de monde à dos. Pas beaucoup de monde à dos, mais je me suis mis du monde à dos. Puis je le regrette un peu aujourd'hui. Disons que je dirais les choses différentes. En 2021, les mœurs sont beaucoup changées, malgré une certaine ouverture d'esprit. Certains sujets de gag devenus trop touchés sont devenus aussi tabous. On a beau dire qu'on est dans une ère oui, mais je veux dire de l'ouverture, de l'expression ouverte. Là, la liberté d'expression, comme on dit, que ce soit la religion, l'égalité des sexes, entre autres. Es-tu d'accord qu'on ne peut pas dire tout ce qui nous passe par la tête au nom de la liberté d'expression, justement? Ben, moi, il y a eu des procès. Je pense que tout est dans la manière de dire les choses. Oui. Dans le fond, tu peux parler de tout, mais il faut que tu le fasses avec nuance. Moi, je pense que de rire de quelqu'un, parce que physiquement parlant, il est trop au point, je sais pas quoi. Tu sais, comme les fameuses jokes sur Jean Chrétien qui avait la gueule croche. Moi, je pense que c'est pas pertinent. Oui, moi, en tout cas, je suis pas d'accord avec ça. Mais je pense que tu peux parler de tout, mais tout est dans la manière de faire et de dire les choses. Beaucoup de snobisme dans le milieu de l'humour? Oui. Oui? Oh, oui. En fait, c'est pas du snobisme autant que de la compétition. Okay. Il y a beaucoup de compétition, puis souvent ça vient pas des... non, pas élitiste, mais c'est un milieu de compétition, puis c'est un milieu, je te dirais que c'est plus l'industrie en elle-même qui se donne du trop, parce que les artistes en soi, c'est bien rare qu'on se snob ou qu'on... on est plutôt au contraire, je dirais que... L'entraide. Oui, il y a de l'entraide. 45 ans de métier, 47 ans avec la même femme.
c'est probablement un des secrets de ton propre aveu, de ta réussite et de ta longévité. C'est quoi la recette pour une relation amoureuse saine et durable, selon François Léveillé? Garder sa bite dans ses culottes, peut-être? Ah, j'aime ta réponse. Qui n'apporte rien au final, Non, exactement. dans le fond. Dans la société d'aujourd'hui, qu'est-ce qui est mieux qu'avant et qu'est-ce qui est peut-être un petit peu moins bon, si tu compares, à disons, avec 1980? Ben, c'est qu'avant, moi j'ai toujours aimé le côté artisanal des choses. Là. Je trouve que maintenant, c'est ça, c'est rendu tellement gros, puis ça va tellement vite, qu'on n'a pas le temps de digérer rien. Alors qu'à l'époque, on avait le temps, on avait du fun. T'sais, si je compare par exemple le Festival Juste pour rire du début, le Festival Juste pour rire au même Comédia à Québec, t'sais, au début, on avait une tente VIP où tout le monde se voyait, on avait du fun, on avait du plaisir. Maintenant, les commanditaires sont là-dedans, tu rentres dans la tente VIP, tu vois, tu n'es pas capable de parler avec les artistes, les commanditaires se mettent là-dedans, ça devient un bordel commercial. Ouais. Puis moi, je trouve que ça a perdu de son charme. En terminant, deux petites questions. Ton personnage favori que tu aimais interpréter? Ben, il y avait le directeur d'école que j'aimais beaucoup parce que je trouvais qu'il était pertinent. Bob, c'était un peu, dans le fond, dire trop ce que le monde pense pas, c'était pas pareil. Mais j'aime plus le directeur d'école. Oui, c'est un peu ça. Alors que mon directeur d'école, il parle des vraies affaires, il parle de l'éducation des enfants. Je trouve que son propos est plus pertinent. Ton conseil ultime aux aspirants humoristes ou musiciens? Ou artistes en général. Oui, c'est ça. Tu dis quoi en une phrase? La passion. OK. Un mot, c'est... Si tu n'es pas passionné, ça ne fera pas long feu. Ça ne fera pas long feu. Puis il faut que tu Faire les choses pour les bonnes raisons. Oui, puis ne pas hésiter à se remettre en question. François, moi, je veux te remercier. J'ai un petit cadeau pour toi. Tu vas voir que j'écoute quand tu parles. As-tu des projets à court et moyen terme, si tu veux plugger en bon québécois ce qui s'en vient, que ce soit des spectacles? Moi, j'ai Si on actuellement veut te rejoindre il y a pas de date de Facebook, sortie. Non, mais si vous voulez, à partir du mois d'avril de l'an prochain, je repars de tournée. OK. Fait que, mais là, je suis en écriture, je suis dans un nouveau spectacle, des nouvelles affaires. Donc, c'est ça, ça va aller au... Et comme je te le dis, tu vas voir que j'écoute quand tu parles. J'ai un beau cadeau pour toi. En tout cas, j'espère que tu vas l'apprécier parce que je pense que tu les aimes. Ah, J'ai une oui. encyclopédie sur les Beatles. Ça s'appelle Les Inédits. C'est vraiment un beau volume. C'est bien gentil. Je pense que tu vas l'apprécier. Ah oui, vraiment. Tu pourras penser à moi ce soir dans ta chambre à coucher. En français, en plus. Bon, ben, tant mieux. Formidable. T'es bien gentil, merci beaucoup. Très apprécié. Donc, merci non seulement de ta présence, mais pour des décennies de rires et de belles émotions provoquées par tes nombreux talents. Peu d'artistes et artisans, comme tu dis si bien, peuvent se targuer, se vanter d'avoir connu une si belle carrière. Et merci aussi pour l'influence que tu as sur les gens, parce que finalement, de les faire rire ou de leur faire vivre de belles vibrations par la musique, il n'y a rien de plus beau. Ça fait partie du verbe donner. Je te remercie d'avoir été des nôtres. Et là, je peux te donner une poignée de main parce que le COVID s'en va. J'ai mes 2 vaccins. Bon, ben tant mieux. Puis on se fera pas la bise par contre, parce que ça ferait trop jaser. Fait que merci François d'avoir été des nôtres, c'était vraiment un plaisir. Et on va se reprendre. Tu pourras peut-être cet automne revenir à l'émission, nous parler de ton été, tout ça. Avec plaisir. Merci François. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, je vous parle de nouveaux partenaires. Ben, tu peux laisser la place. Oui, je veux pas, c'est pas parce que je veux que tu t'en ailles. Non, je comprends. On va laisser la place à notre deuxième invité. Merci François. Merci. Je vous parle maintenant d'un nouveau partenaire qui vient tout juste de se joindre à l'émission à Bâton Rouge Live. Vous êtes collectionneur ou tout simplement vous aimez rechercher des choses qui sortent de l'ordinaire. Et pour les amateurs de personnages de bande dessinée ou de films cultes, de Batman à Elvis en passant par Spider-Man et Harry Potter ou Jason, c'est aux Galeries Rive-Nord de Repentigny, la boîte à folie est un nom à retenir. Que ce soit pour des affiches, figurines ou tout autre article, beaucoup de produits Disney ou Harry Potter disponibles sur place dans cette boutique fantastique. Et pour être épaté, c'est l'endroit tout désigné. Je vous donne le site web, c'est le www.laboîteafolie.com. C'est situé aux Galeries Rive-Nord, le 100 boulevard Brien à Repentigny. La boîte à folie vous offre du bonheur à toute heure. Maintenant, je vous parle d'un garage tout à fait particulier, Samoto, qui est situé au 1133 à Notre-Dame à Repentigny. Un garage, justement, dont la réputation n'est plus à refaire. La confiance règne, le travail est bien fait et c'est le respect du client en premier. Et de longues explications et de longues années d'expérience vous attendent sur place. Moi, j'aime bien dire que ce sont les tops de la mécanique. Samoto, qui est situé au 1133 Notre-Dame. Maintenant, notre deuxième invité. Dans un monde où l'on vit 100 à l'heure, il est bon de s'arrêter pour se connecter sur du vrai. Et c'est exactement ce que fait notre deuxième invité avec les nombreuses personnes qui la consultent. Elle qui pratique et enseigne la voyance depuis des années et guide ainsi les gens dans leurs multiples questions sur l'avenir, sur les défunts et dans les différentes décisions qu'ils ont à prendre.
Voici donc une femme assumée, pratiquant un métier qui sort des sentiers battus et qui aura des choses très intéressantes à nous partager. Certains disent ésotérique, mais moi je dis dynamique. Je vous présente Mélanie Ouellette. Bonjour Mélanie. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Je suis content de te voir. Tu as un beau sourire aujourd'hui. On va avoir de belles choses à se raconter parce que moi, c'est un domaine que je dirais que je connais. Et je n'ai pas tes talents, mais j'ai hâte de découvrir. Et avant de parler de ton parcours et de tes expériences, tout d'abord, moi, j'aimerais, pour situer les gens, pour le bénéfice des auditeurs, dire qu'on a une approche plutôt sérieuse, même sceptique des phénomènes, parce qu'on n'est pas ici pour faire de la sensation ou du spectacle. J'aimerais qu'on définisse le terme voyance, parce que c'est le bon terme à employer. Tu m'as bien dit que tu es une voyante et non pas une médium. Ça veut dire quoi, Mélanie? Mais pour moi, c'est quelqu'un qui a ça naturellement, qui j'ai pas d'effort à faire, j'ai pas de soins ou de nettoyage ou d'outils qui est nécessaire. C'est vraiment, j'entends, je ressens, ça fait partie de ma vie depuis toujours. Donc, c'est la différence entre, pour moi, je dis souvent, une médium, c'est quelqu'un qui a peut-être besoin des outils, mais c'est surtout que je suis pas médium, je sais vraiment que c'est voyante et c'est depuis toujours. Le médium, c'est un terme qu'on emploie ici au restaurant, parce que médium bien cuit. Tout à fait. C'est pas dans le même domaine. Non, pas du tout. Je suis obligé de te parler un petit peu de la COVID. Oui. Quelle incidence ça a eu sur ton métier, ta profession? J'imagine que tu n'as pas manqué de travail, toi qui book en bon québécois presque une année à l'avance, parce que tu es très crédible, tu es fort connu, ça fait nombre d'années que tu pratiques. Mais quelle incidence a eu justement la COVID sur ton métier? J'étais pas quelqu'un qui utilisait tout ce qui était informatisé. Donc, Okay. Ça a été une découverte. C'est des collègues, des amis avec Oui. qui je rencontrais déjà en personne, avec des retraites de pleine lune, qui m'ont dit « Ah oui, on essaie. » Puis j'ai fait « Non, ça fonctionnera pas en arrière d'un écran, 22 personnes. » C'est ça. Puis on a fait une soirée, puis pour vrai, honnêtement, moi, j'offrais la voyance, mais moi, j'étais extrêmement éblouie, épatée de la capacité, de la qualité, de la rapidité. En faisant du zoom. Oui, on était en arrière d'un écran, un Zoom, il y était 22 personnes, puis à partir de là, les filles, les collègues ont comme fait, les amis qui venaient régulièrement ont dit « Là, il faut que tu continues à le faire, nous, on veut continuer. » Oui. Fait qu'à partir de là, moi, mes rencontres étaient mensuelles, sont encore mensuelles, et maintenant, sont en Zoom, toujours. Peut-être qu'on pourrait employer l'expression le cordonnier mal chaussé, parce que tu m'as dit, quand on parle de guidance et de voyance, que tu es pas mal moins bonne pour toi-même. Oui, je l'utilise. Je ne sais pas s'il y a des gens dans ce domaine-là qui vont vraiment l'utiliser pour ça, mais le pourquoi, c'est que émotivement, on est personnellement impliqué. Donc, je crois que les visions sont précises pour les autres parce qu'on a un détachement. Okay. Et quand c'est pour Plus soi... facile, t'es pas dans l'émotion. Exact. Moi, je blague tout le temps en disant que je serais la femme la plus drôlement coiffue. OK. Parce que je ne vais Ouais, pas tu m'avais dit regarder. ça en pré-entrevue. Je ne vais pas regarder pour mes enfants, je ne vais pas regarder pour mon conjoint. Souvent, moi, j'ai un enfant qui est très actif, qui quand demande, il veut se sentir vivant. Bien souvent, je vais plus me référer en disant, oh, gars, moi, j'avais mon trajet de vie, Oui. il y a le sien, je suis pas prête à ce que ça change dans le OK. sien. J'aimerais ça le garder proche. Fait que, en haut, là, je sais pas qui vous êtes, mais go, occupez-vous-en. Tes parents sont sourds-muets, les deux. Oui. C'est tout à fait particulier. Est-ce que ça a contribué à développer tes qualités extrasensorielles et ton don pour le paranormal, la voyance? Moi, je crois que oui. Pour vrai, honnêtement, moi, mon père est sourd et ses frères et ses sœurs, sur 14 enfants, 7 étaient sourds. Donc, on n'a côtoyé que ceux qui étaient sourds. Entre enfants, on se parlait, mais pas tant que ça. Mais l'imaginaire d'un enfant, tu sais, tout le monde, quand votre enfant a un petit ami imaginaire, vers 6-7 ans, quand il rentre à l'école, vous lui demandez d'arrêter. Oui. Moi, j'ai pas eu ça. Au contraire, j'étais extrêmement stimulée à écrire tout ce qui me passait par la tête. OK. Donc, j'ai pas eu de limite, j'ai pas eu de religion en ça. Mes parents ont été élevés dans des couvents, mais n'ont pas donné cette éducation-là. Donc, pour moi, dans la voyance, c'est une ouverture totale. Il n'y a pas de « il est passé de l'autre côté Ouais. Tu peux-tu le rappeler? Mais là, s'il me parle, il est-tu pris ici? » Ouais. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas du tout ça. Fait que je pense que Et ça vient... toi, étant jeune, déjà, tu entendais les petites voix. Oh, très jeune, très Ouais, hein? jeune, très jeune, très jeune. Même que je m'en servais pour poser des questions. Je me rappelle d'avoir été à la banque Mais ça devait avec être mes parents. particulier, ça, pour toi. Je veux dire, c'est Ben, lourd, peut-être, même pour un enfant. Je pense pas, c'était sécurisant. Honnêtement, tu sais, Ah, ouais? quand tu t'en vas comme enfant, parce que dans le temps, il n'y avait pas d'interprète, tu te rendais à la banque à 4-5 ans, puis là, tu avais des réponses. La banque te demande un placement ou un REER. Qu'est-ce que c'est un REER à 4 ans? C'est 4 lettres que tu interprètes. C'est quoi un placement bancaire? Ouais. Ben, c'est quelque chose qui est attaché, qui est protégé pendant longtemps. Fait que là, tu te dis, qu'est-ce que je fais? Puis à l'intérieur de ma tête, j'entendais placement à long terme, faut qu'elle l'attache, qu'elle sécurise, ça va être mieux pour elle. Bon, mais je me revirais de bord, puis je disais à mes parents, ben, je pense que c'est mieux d'attacher ça, puis de le protéger à long wow. terme, tu sais. Tu avais des responsabilités étant jeune déjà à cause de ça. Oui. Mais c'était normal. Parce que toute ma famille, tous les plus vieux de la famille, on a fait ça. Maintenant, il existe des interprètes. Oui, c'est mais ça. dans le temps, il n'y en avait avait ça. pas. Non.
Moi, ce que j'aime de ton approche, c'est non seulement ta sensibilité, mais ta franchise. Et tu m'as dit que tu étais angoissé, tu n'étais pas sûr de toi avant dans ton métier. Et avec le temps, peut-être aussi le jugement, les préjugés, est-ce que ça a évolué? Et explique-moi cette situation-là, parce que c'est sûr qu'en vieillissant, on prend confiance, on prend du pic, comme on dit, mais tu vivais peut-être, te sentais-tu rejeté? Te sentais-tu comme, est-ce qu'on t'a déjà traité de sorcière, par exemple? Bien, première chose qui est importante, c'est que j'avais 17 ans, la première fois où l'impact a été, qui ne pouvait pas être ignoré. Donc, à 17 ans, je suis en voiture, j'y rêve 7 jours que je vais avoir un accident de voiture, je le raconte à mon copain, puis là, tout le monde dit, ben voyons donc, c'est le stress du bal, arrive au bal, le lendemain du bal, l'accident arrive exactement comme prévu. Là, moi, de le vivre, j'ai aucune larme, aucun stress, je l'ai vu l'accident, fait que c'est correct, je le vis, puis je suis vraiment amochée. Mais les gens qui sont dans les véhicules avec moi, eux font comme, attends une minute, elle nous l'a dit pendant 7 jours, et c'est exactement ce qui arrive. Et quand on est traité en urgence, le médecin fait des actions, des protocoles, puis là, tout d'un coup, il fait un protocole que j'avais dit à mon copain, tu ne laisses pas faire ça. Puis de là, le copain dit au médecin, hey, non, ça, elle veut pas. Tu sais, fait que là, puis là, t'entends, puis là, tu dis, OK, là, je suis faite, là. C'est sérieux, là. Ça sera plus jamais cachable. C'est fini. Tu as 17 ans. Vivre avec ça, c'est un peu compliqué. Mais aujourd'hui, je rencontre des enfants de 4 et 5 ans qui me disent des choses que c'est plus ouvert, c'est plus disponible. Avant que tu me parles du pyjama humain, une de tes expressions consacrées qui m'a marqué, sans faire de jeu de mots, ça prend l'ouverture d'esprit pour communiquer avec les esprits. Oui, tout à fait. Je crois que ça prend une limite. Tu sais, des fois, je vais entendre quelqu'un qui va me traduire, qui va me dire une information, puis je blague, puis j'entends la personne qui crie. Elle a vraiment quelque chose d'important à dire. Aujourd'hui, je me permets de lui dire stop. Tu as un message à passer, moi, je transmets l'information, mais tu cries pas. Puis des fois, quand je parle de ça à mes collègues, ils font comme tu te permets? T'as pas peur qu'ils arrêtent de te parler? Non. Je pense que l'ouverture, la disponibilité, il faut en avoir, mais je pense qu'il faut se respecter avant. Et tu vis des phénomènes qui sont carrément physiques. Tu me parlais de l'expérience où tu communiques avec un défunt qui chiquait du tabac et tu as le goût dans la bouche, dégueulasse, comme tu me disais, du tabac. Donc, il y a toutes sortes de phénomènes qui sont physiques. Tu pourrais peut-être m'en élaborer 2 ou 3. Mais moi, des choses que tu as vécues. Moi, je peux te dire, les 5 sens sont à la disposition. Quelqu'un qui est décédé, mettons que c'est une douleur au cœur, cardiaque, les poumons, je vais le sentir, je vais le décrire à la personne. C'est les gens qui sont avec moi qui vont dire, ah oui, je sais de qui tu me parles, je ressens ça. Ou sinon, c'est des... Mettons quelqu'un qui avait une grosse barbe, ça pique, tu sais. Fait que là, ah, il y avait une barbe, le monsieur, là, tu sais. Je vais les nommer. Je ne bois pas beaucoup de sortes de forts, mais je peux vous dire ce que les boissons doivent goûter parce que c'est dans ma bouche. Le tabac, j'ai jamais chiqué ça, on s'entend, ça m'intéresse pas du tout. On chique plus de tabac, ça fait bien 40 ans. Ben, je l'ai dans la bouche, ça devait être horrible comme vous, je sais pas pourquoi les gens... Assez pour refuser une autre communication? Non, parce que j'en ris. Parce que j'ai dit, ok, c'est correct, j'ai compris, passe à d'autres choses, enlève ça. Wow. Maintenant, définis-moi le pyjama humain qui est une de tes expressions consacrées. Ben, je pense que tous et chacun, on est venus ici avec notre âme, c'est le plus important, mais on est emballé d'un pyjama humain. J'ai beau avoir des dons, j'ai beau ressentir, puis je pense que plein de monde sur Terre-là, malheureusement ou heureusement pour certaines, on va avoir un conflit avec le corps. On va avoir des réponses. Notre âme veut communiquer. Quand il nous fait comprendre des choses qu'on ne comprend pas, c'est notre corps qui va le ressentir. Et quand je dis le pyjama humain, c'est que des fois, on a une sensation, puis notre corps nous dit d'autres choses. Mais c'est bien de s'arrêter parce que ça fait partie de nous. Puis en même temps, j'ai goût des fois à dire, lâchez-vous donc un petit peu le stress avec votre pyjama. Pour cette vie-ci, c'est celle-là que vous avez. Profitez-en, c'est un super beau véhicule. Peut-être qu'il y a des petites coupes, peut-être que les cheveux changent, peut-être que... Peu importe, c'est votre véhicule d'aujourd'hui. Fait que vous obstinez, vous perdez du temps. Donc, la réincarnation, pour toi, c'est un peu la base de tout dans ce que tu fais, qui explique aussi de façon logique, parce que, comme je te dis, j'ai beaucoup lu sur les phénomènes, sur l'ésotérisme, et c'est une explication très logique également. C'est pas juste une question de croyance. Ça vient comme un puzzle. Tout à fait. Puis je pense qu'on peut se perdre là-dedans. Tantôt, je voyais votre première invitée qui disait, tu sais, sa conjointe, longtemps, uniforme. Moi, je vais vous dire, dans ma vie, ce qui m'a permis de rester ancré avec mon pyjama humain, de nourrir, de passer la routine de vie. Vraiment, le conjoint, et moi j'ai une amie, là, j'ai 45 ans, elle a 45 ans, je peux tout lui confier, les choses aussi loufoques que je peux avoir entendues. Puis elle est fanatique, elle ne te juge pas, elle aime ça. Oui, mais toi tu lis pas. Pas du tout. Mais ce qui m'amène à ma prochaine question, tu es l'exemple de ce qu'on appelle dans le monde du sport un talent pur. C'est-à-dire qu'en consultation, il n'y a pas d'objet totem. Il n'y a pas de théorie ou de façon de faire excentrique ou compliquée. Ce n'est pas un spectacle.
Tu te fies et te sers de ton instinct, ton ressenti pour te guider dans ton travail et ça marche, visiblement. Toi, on n'arrive pas là, tu es dans une tente puis tu essaies de... Et ce que j'ai beaucoup aimé en pré-entrevue, parce que je pourrais avoir toutes sortes de personnes en entrevue pour parler de ça, mais ça ne fait pas sérieux. Mais comme je l'ai dit, moi, je ne suis pas ici pour faire un... Oui, on fait du spectacle, mais c'est pas... on ne veut pas passer pour des clowns. Et toi, la base, c'est ton ressenti, ce que ton cœur et ton esprit te dit. Mais je pense que des fois, les gens vont même trouver ça très simple. Tu sais, Trop moi, je dis simple? que la belle vie... là, Trop simple, ils oui, s'attendent à du flafla. oui, beaucoup. Puis des fois, je dis souvent, tu sais, quand dans la vie, vous avez la chance de vivre métro, boulot, dodo. Tu sais que c'est sécurisant, vous rentrez, c'est la même personne qui vous accueille, la famille, la maison. Il n'y a pas de guerre. C'est ça, la vraie vie. Puis en voyance, ben des fois, là, il n'y a pas de feu d'artifice. C'est juste ton père, ta mère qui veut te parler, qui veut te donner l'information parce que arrête, tu es dans le champ. Puis il n'y a pas de... Tu sais, j'ai des investisseurs, j'ai des gens qui veulent acheter des maisons, j'ai des gens qui, en relation de couple, qui ne trouvent pas le pourquoi ça fonctionne pas. J'ai des gens qui, même eux-mêmes, dans leur métier, sont stressés. Mettons, là, c'est les vacances, puis là, après les vacances, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire, les décisions. Ouais. Mais on entend des choses, là. OK, là, tu as rêvé de faire ça, puis la personne, elle me regarde, ben voyons, tu as rêvé de faire ça, là, go, fais-le. Mets un investissement, mets-le. Dans ma tête, ça dit, prends ce chemin-là, contacte cette personne-là, fais ça. Fait que, tu sais, c'est dans toutes les sphères, mais ça ne peut pas venir de moi. Ça ne peut pas venir de moi parce que je ne connais pas tous les métiers. Dans ce que tu fais, la voyance, plusieurs services que tu offres, les gens vont te voir principalement pourquoi. Est-ce qu'on te demande de te servir de certains objets, des porte-bonheur ou des choses qui ont appartenu à des défunts ou dans leur travail, entre autres? Qu'est-ce que tu offres comme service et c'est quoi qui est le plus souvent demandé? Première des choses, j'ai besoin de rien. Puis je ne demande rien aux gens d'apporter. Okay. Fait que c'est souvent des séances justement de voyance, 1 à 1, qui va être offert. Sinon, ça va être de la massothérapie avec la voyance parce que le corps a besoin de parler. Donc, je reçois la personne en voyance au départ, on se connecte, ensuite elle va sur ma table de massage et je nettoie. Il y en a qui ont des zones, moi je dis des zones grises dans leur corps, qui ne comprennent pas ce qui leur arrive, je nettoie. On voit des gros changements par la suite. Je fais aussi au niveau des retraits pleine lune. Fait qu'à chaque mois, il y a une pleine lune. À chaque mois, on se rejoint une dizaine de personnes, pas plus. Oui, justement, c'est quoi les soirées pleine lune? Ben, c'est ça. On se rejoint 10. Quand on pouvait, c'était en personne, autour du feu. Maintenant, c'est en Zoom. On se rejoint 10. J'ai vraiment un message d'énergie qui s'en vient pour les 30 jours à venir. Par la suite, on travaille à chaque personne. Tout le monde reste en écran. Oui. Chaque personne a 15 à 20 minutes de voyance. Puis on termine avec 1 heure de questions. C'est vraiment plaisant. Souvent, les gens vont même réserver. Exemple, tu me dis, on est 10 amis, Et on on se veut le rencontre faire. aussi, tu sais, Oui. ça- Mettons qu'on dit, j'ai c'est 10 social. amis, on veut le faire. Puis là, ils se connaissent les 10. Puis moi, je parle de Gaston, tatata. Puis là, les autres vont comme, eh! Puis là, je parle de toi. Puis là, on t'arrive, quoi? Fait que les parties de filles, les comment on appelle ça, C'est les bon, ça. showers, c'est toutes des choses vraiment le fun. Mais c'est précis. Tu sais, on peut en rire, mais je veux juste dire que chaque personne qui vit ça, il peut pas sortir de là sans voir un choc. C'est impossible. C'est impossible. Souvent, ils me disent, faut que tu prennes des notes, pas besoin. Que tu as à savoir, tu vas le savoir. Ça doit être parfois lourd aussi comme atmosphère. Y a-tu des gens qui ont des réactions un peu extrêmes? Y a-tu des cas où tu as dit, ben là, c'est trop weird, ou c'est trop extrême, c'est trop compliqué? Tu sais, avec ta vaste expérience, tu as sûrement une anecdote ou deux. C'est pas comme au cinéma aussi. C'est ça qu'il faut comprendre dans la voyance et dans les phénomènes métaphysiques et extrasensoriels. Je veux dire, le cinéma, c'est le cinéma, mais forcément qu'il se passe des choses. Mais quand c'est trop lourd, tu sens une négativité dans l'air, ou un défunt peut-être qui n'a pas accepté là, ça comme ça, son décès, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu as vécu là-dedans? Ben, moi, c'est le plus gros rush que j'ai eu, c'est un adultère à annoncer à quelqu'un que je connais dans un mini-village. C'est d'annoncer ça à la personne qui s'en va chez elle et qui me dit laisse-moi gérer ça, dis-le pas à ma femme qui a rendez-vous le lendemain. Puis que je dis écoute, je ne gérerai pas la rencontre. Si c'est à dire, ça va être à dire. Bien sûr, la femme a cancellé. Mais le village entier s'est mis à appeler, à dire hey, va pas compter ça à ma femme, va pas compter ça. Puis là, tu dis oh my God, c'est l'humain là, qui ressort. Là. C'est vraiment le pyjama humain, là, c'est l'humain, l'ego, tout ça. Moi, je le ferai pas. Ça vous appartient. Si votre conjoint vient dans ma salle puis qui a à savoir ça, il va le savoir. S'il n'a pas à le savoir puis qu'il veut peut-être même pas le savoir, Ouais, c'est ben, ça. il ne saura pas. Tu sais, ça Ben lui oui. appartient. Ben oui. Puis l'autre volet que j'ai eu, c'est que j'ai déjà eu la chance de rencontrer un médecin que j'ai adoré. Puis j'entendais un grand-papa, son grand-père, la chicaner. Elle a fait une super belle action. Elle a aidé un enfant avec des pompes qu'elle avait en échantillon. OK. Pour aider la famille qui n'avait pas les moyens. Puis c'est correct, on donne ça. Puis là, j'entends crier dans ma tête, tu vas lui dire d'arrêter ça parce que ce petit bonhomme-là va faire une crise, puis il n'y aura pas de prescription. Parce que c'est des coups de main qu'elle donne en essayant, peut-être c'est des pompes, puis le médecin, elle sait ce qu'elle fait.
Mais là, dans le temps de chicaner, moi, je me dis, je dirais jamais ça au docteur, mais c'est pas vrai, là, je vais pas lui dire ça. Fait que j'ai pris une feuille de papier, j'ai écrit tout ce que j'ai entendu, puis j'ai dit à la fin, je vais écrire 3 questions qui me viennent comme ça, puis si les 3 questions que j'ai posées, tu me réponds oui, j'y donne la feuille. Fait que là, on me regarde, qu'est-ce que tu fais? Tu me fais pas de la voyance? Je dis, attends une minute, là, je suis trop en conflit avec qu'est-ce qui se passe. Inscris ça sur la feuille, pose les 3 questions, j'en fais vraiment oui. Fait que remets la feuille à la personne, puis la personne, elle la lit, puis elle part à pleurer, tu sais, puis j'ai dit, il faut que tu comprennes que je n'étais pas capable de te dire ça, j'étais comme trop gênée. Non, c'est ça. Et cette expérience-là m'a fait comprendre que tu sois juge, médecin, cardiologue, Peu importe. c'est humain, hein? Question suivante, on va parler un petit peu des maisons hantées. Oui. C'est un sujet un peu savoureux. J'ai personnellement habité pendant 2 ans dans une maison hantée. Je ne divulguerai pas ce que j'ai vécu nécessairement. On pourra en parler, toi et moi. C'était très particulier. J'ai vraiment vécu des phénomènes. Et la 2e année, c'était mauvaise chose qui m'arrivait par-dessus mauvaise chose. Les esprits qui habitent les maisons hantées, premièrement, c'est vrai. Je ne te demanderai pas est-ce que c'est vrai ou pas. Mais je veux dire, si on s'intéresse à ça, je vais aller visiter, il faut faire attention, ça peut te suivre. Oui. C'est du négatif. Et pourquoi les maisons sont hantées généralement, en quelques phrases? Ben pour moi, là, c'est qu'il y a quelque chose à. Il faut que quelqu'un s'arrête puis les entende. Il faut que quelqu'un s'arrête un jour, pas juste passer dans ces maisons-là, mais qui s'arrête, qui prennent le temps de communiquer avec eux pour comprendre leurs besoins, qui essayent de nous communiquer, qui sont peut-être pas habiles à communiquer. Donc, l'écoute comme avec une personne vivante, Tout à fait. pour aider à libérer Tout à fait. et quitter les lieux. Oui, oui. J'ai déjà loué une maison, puis je me rappelle, là, ça a pris 3 jours, j'étais malade, puis il y avait dans la maison un petit garçon. Puis ça m'a pris 3 jours, il n'était pas question que je parte. Puis après ça, ben, c'est vraiment d'aller coucher, je le louais, je dormais là, d'aller coucher, puis le petit garçon me dire je veux dormir collé, j'ai vraiment peur. Oui. Ici sur Terre, le temps qu'il a vécu, il a manqué des choses, puis il n'a jamais eu confiance en personne, probablement avec son bagage de vie. Puis là, ben, il faisait juste fatiguer la maison, mettre de la colère, de l'énergie négative. On va parler maintenant de l'évolution des mentalités par rapport justement à la voyance. Les charlatans n'ont pas aidé. Les gens qui ont essayé se sont fait prendre pour faire un coup d'argent. Et là, ça vient brûler les gens comme toi qui ont une approche très sérieuse et professionnelle. Et comme quand tu as commencé, tu étais peut-être moins bien armé pour faire face à tout ça. Mais est-ce que les préjugés sont encore là? Est-ce que ça a évolué, disons, depuis 10 ans ou 20 ans? Comment tu vois la situation? Tout à fait. Moi, je me rappelle. Es-tu encore une sorcière? Mais j'aime ça maintenant. J'aime Ouais. ça maintenant, ça me fait plus peur. Mais un jour, quand j'ai débuté, j'avais une femme qui m'accompagnait dans tout ça pour être capable de bien vivre avec ça. Puis elle m'avait dit, tu sais, Mélanie, il y a des sorcières, puis il y a des fées aussi. Fait que quand tu dois avoir peur, pense que tu es plutôt une fée, puis ça va t'aider. Ça va te déposer, puis ça va moins t'angoisser. Puis ça m'a vraiment aidé beaucoup parce que plus tu veux, plus tu peux. Fait que qu'est-ce que tu vas vraiment développer est individuel chez chaque individu qui le pratique, mais plus qu'il est prêt. Comme moi, là, tu ne rentres pas dans mon corps, ça ne m'intéresse pas. Tu viens pas me visiter la nuit quand je suis Mais tu as ressenti des pressions à un moment donné que ça veut. Oui, puis tu dis non, ça s'arrête là. Mais tu es capable de faire face à ça. Oui, puis je pense que tout le monde peut le faire. C'est juste où va votre curiosité. C'est bien. On va prendre une pause, ma chère Mélanie, de quelques secondes. Je vous rappelle que nous sommes avec une spécialiste de la voyance, Mélanie Ouellette, dans le cadre de Bâton Rouge Live, diffusé en direct du fameux restaurant de la Chenette. Parlons maintenant de l'officier, justement, officiel de Bâton Rouge Live, soit Métroplus Fogarty, un endroit impeccable. Beaucoup de fierté d'être associé avec une telle bannière, synonyme de qualité et de fraîcheur. Métroplus Fogarty appartient à Peter du même nom que je salue. C'est situé au 40 rue Émile Despins, dans le carrefour Charlemagne, tout juste à côté de Repentigny. Métro Fogarty aime offrir ce qu'il y a de meilleur à votre table, qualité, service et choix, comme il se doit. Un de nos partenaires très importants ici sur Bâton Rouge Live, le centre d'imagerie Pixel que l'on surnomme et pour cause l'incontournable. Quand on parle d'imprimerie de graphisme, c'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord et c'est pas dur à trouver puisque c'est en face de l'ancienne marina de Repentigny au 351 Notre-Dame. Un service varié, très professionnel qui vous attend sur place. Donc Pixel, l'incontournable, un centre d'imagerie tout à fait particulier. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 654 99 44. Mélanie, tes dons, ton ressenti te sert également au quotidien dans toutes les sphères de la vie. Que ce soit palper l'humeur du voisin ou de ta copine, voir les opportunités qui se présentent à toi. Ressentir, avant de prendre aussi une décision quelconque, ton conjoint doit être fidèle parce que tu ressens tout, tu vois tout. Ben, je pense que Je le mets pas en doute, mais je veux dire, je te donne cet exemple-là. Les gens ont besoin de pas trop te bullshiter. Non, c'est sûr que Tu vas le voir j'ai tout de été suite. gâtée dans la vie, honnêtement. J'ai été bien accompagnée. Je pense que c'est surtout en fait d'énergie. Quand quelqu'un est fatigué, tu sais, les humains, là, ça va nous raconter plein de choses, puis c'est souvent les 10 dernières secondes que c'est les vraies choses qu'ils ont à dire. Puis quand tu tombes en relation personnelle,
ben, t'élimines toutes les flux-flux, puis t'essaies de te ramener aux 10 minutes importantes. Fait que des fois, j'ai des gens qui me disent, vous autres, devez avoir des conversations interminables. Au contraire. Ils sont réels, ils sont directs, c'est ça. Puis de ma, mettons, éducation familiale, en langage des signes, ils ont 7000 mots. Ils n'ont pas 197 000 comme toi et moi. Là. Ouais, c'est ça. Fait que de base, c'est direct, c'est important de dire ce qu'on a à dire, puis c'est tout. Puis tantôt, tu disais ressentir l'humeur, ressentir ça, mais je ressens aussi ce que les chevaux ont à dire. Ça, c'est. Oui, parce que les animaux, est-ce que les animaux ont un esprit? Ah oui. Un cheval peut lui nommer un médicament. Le nom est long, ça n'a pas de bon sens. Puis on a un vétérinaire dans la région qui croit à ça. Je lui nomme le nom du médicament, puis le cheval va te dire, ils m'ont donné ça la dernière fois, puis ça brûlait. T'entends ça? Oui, le cheval, il dit, ben là, c'est ça que ça me prend. Oui, le vétérinaire va dire, OK, c'est vrai, j'y ai déjà donné, il l'a dans son dossier. Wow. C'est impressionnant. Donc, les animaux qui sont dans la jungle, avec la loi de la jungle, et qui se font dévorer vivants par des lions, vivent ça comme un drame, comme si c'était un humain. Tout à fait. Une fin de vie, tu te fais attraper par un crocodile. Oui, mais il va y avoir d'autres choses après. Oui. C'est pas aussi éternel, comment je pourrais dire ça? Pour nous, les humains, c'est la fin de quelque chose, mais pour eux, c'est pas la fin de quelque chose. Ouais. Pour nous aussi, ça devrait pas être la Donc, fin un de chat quelque ou chose. un chien peut hanter une maison. Oui. Oh, oui. Il n'accepte pas de quitter, il était trop bien. Souvent, moi, ce que j'ai, Ou c'est une qu'il y a mort violente, encore quelque chose à vous faire comprendre. OK. Il y a un Ben, message. une mort violente ou inattendue, la personne, quand elle arrive dans l'au-delà, n'a pas encore le temps de comprendre qu'elle est décédée. C'est peut-être cette personne-là qui va errer. Moi, je la sens pas errer, mais je la sens qu'elle a besoin de dire quelque chose. OK. Elle a vraiment. Moi, jusqu'à maintenant, là, c'est que l'information qui devait être sue puis qui n'a pas été dite puis qu'elle a besoin d'être entendue. Mais il y a une autre chose aussi. Dans ma croyance, dans mon ressenti, ils s'en vont pas. Ils sont là, mais ils vous fatiguent pas. Mais ils sont là, on est entourés. Pensez à. Moi, j'aime beaucoup l'image de Fée Clochette, la poussière, il y en a partout, là. Mais il y a des arbres partout, ça nous entoure, c'est toujours là, toujours. Une table, c'est vivant. Tout ce qui est parti d'une molécule est vivant. Donc, tout parle, tout a une émotion, il faut apprendre à respecter ça. Je pense que c'est ça le plus dur. OK. J'écoute. Quand on entend un meuble, une voiture, un cheval, un chien, un conjoint qui nous dit une chose puis que c'est pas ça qu'il ressent, comment on vit? Parce que les objets aussi dégagent quelque chose. Il y a un terme pour ça qui m'échappe. Les objets ont quelque chose. Moi, je crois aux objets magnétisés. Oui. J'y crois fortement. J'ai certains objets porte-bonheur. On peut dire que ça fonctionne aussi quand c'est le temps d'essayer d'élaborer un plan. Question suivante. Pourquoi certaines personnes sont tout à fait fermées aux phénomènes de toutes sortes et d'autres non? Parce que la fermeture représente aussi une peur, la peur de l'inconnu, et c'est plus facile de rejeter que de comprendre. Donc, ma question, pourquoi certaines personnes sont ouvertes et d'autres pas? Est-ce qu'il y a un lien? Moi, je dis souvent, c'est comme pourquoi tu es végétarien, pourquoi tu es végétalien, pourquoi tu Ouais. casses la tête comme ça. Mais le plus important, c'est quand tu viens me voir ou que tu t'en vas voir quelqu'un qui fait ça. Si tu es fermé, offre-toi un cadeau, dis-le en partant, parce que pour nous, c'est comme s'il fallait pelleter avant d'être connecté. Tandis que quelqu'un qui dit, ben, Donc, c'est en hiver. OK. c'est comme s'il doit se concentrer. Mais souvent, je vais dire, c'est correct qu'on les reçoit, ces personnes-là. Mais quelqu'un qui est ouvert, là, la vitesse grand V qu'on peut lui donner de l'information est phénoménale. Donc, je me dis, avant d'y aller, des fois, prenez le temps de poser des questions. Parce que si vous avez la curiosité, vous allez vous rendre. Mais comment vous allez vous y rendre fait la différence du résultat que vous allez vivre. Ça, c'est vraiment plaisant. Puis pour moi, je veux dire pour moi, c'est bien moins épuisant quelqu'un qui est confortable. Ben, j'aime ton langage parce que dernièrement, moi, j'ai quelqu'un dans mon entourage, on va dire une amie, qui aime employer toutes sortes de. Faire référence à toutes sortes de théories. Mon côté féminin, je me repose parce que là, je vais avoir plus d'écoute, c'est mon côté féminin, il y a le côté masculin. Puis c'est toujours des grandes théories, mais on dirait qu'on tourne en rond. Et toi, tu ne cherches pas par ton vocabulaire à essayer soit d'impressionner ou d'expliquer ou de montrer que tu es connaissante. C'est encore là, c'est la base, c'est ton ressenti. Tu offres quelque chose de bon cœur et tu en fais aussi un travail, un métier. Question suivante, ça c'est vraiment de mon cru. Communiquer avec les proches, c'est souvent ce qu'on nous demande. Il y a toutes sortes de raisons à ça, l'attachement, tu sais, c'est tout à fait normal. Mais qu'en est-il d'essayer de communiquer avec une vedette du passé? Quelqu'un dit, moi je veux communiquer avec Elvis. Je vais communiquer avec un joueur de sport professionnel qui est décédé il y a 3 ans. Moi, j'essaie de... Est-ce que c'est possible de faire Moi, ça? je pense que oui. Je pense que oui, mais je Mais pense peu que probable. Non, moi, je pense que oui, mais je pense que c'est un créneau. Comme moi, les chevaux, ça va être facile. D'autres personnes, ça va être plus difficile. Moi, je vais beaucoup parler. Puis, tu sais, souvent, je ne mets pas d'artifice. Je vais beaucoup parler de la vraie vie d'aujourd'hui. Tu sais, les gens me appellent et me disent, peux-tu me parler de mon passé, mon présent, futur? Puis, je leur dis, on peut-tu parler d'aujourd'hui? On peut-tu parler d'où tu es rendu aujourd'hui? Oui.
Puis quand j'entends quelque chose, je vais demander, je peux savoir pourquoi j'entends ça, parce que quoi ça va y servir. Oui. Fait que quand on parle de ce type de vision-là, je pense que ce serait bien de trouver qui fait ça, puis travailler avec cette personne-là. Elle va avoir les raccourcis pour y arriver bien plus vite. Presque plus de temps, on va y aller avec les questions rafales. Tu me réponds par une phrase ou deux, peut-être un mot ou un nom. Le terme ésotérisme est large et vaste, utilisé à toutes les sauces. C'est à mauvaise presse, on peut dire parfois. Doit-on mettre voyance, spiritisme, intuition, apparition, phénomènes paranormaux, métaphysique, perception extrasensorielle dans le même panier? Est-ce que toi, tu y fais une distinction de tout ça? Ou c'est de l'osotourisme, puis gars, ça va à la place? Moi, je dis que ça m'appartient pas, ça appartient en haut, puis c'est eux autres qui décident. C'est comme le nom de comment ça s'appelle. J'en ai aucune idée. Te considères-tu comme une ésotérique? Je pense que oui, parce que ça fait partie de ma vie. Oui. Oui. Est-ce que tu arrives également à voir et ressentir des choses pour l'avenir de l'humanité parfois, soit un désastre ou soit une ville avoisinante qui va connaître quelque chose de compliqué? Est-ce que tu arrives à ressentir des événements majeurs à l'avance? Ben, Aurais-tu un exemple? Comme le COVID, là, on en a parlé. Si on Tu rencontrait, savais que ça s'en venait? Ben, il y avait, nous, dans les voyances qu'on a eues en janvier, c'est que la planète allait craquer, puis que ça allait changer la dynamique de tout le monde, puis ça disait vraiment que ça s'en venait, mais au point de croire que ça s'en vient, qu'est-ce que ça allait donner? Puis encore là, on va enlever les masques, on va bouger des choses, Ouais. mais il va y avoir d'autres choses qui vont se produire, mais moi, souvent, ce que j'ai le goût de dire aux gens, là, la peur, là, c'est le contraire absolu de la gratitude. Fait que amenez-vous dans la gratitude pour qu'on se débarrasse de ce COVID-là. Comme tu es sage. C'est la vérité. Mélanie, question suivante. La voyance n'est pas comme dans les films, je veux dire, où on exagère les phénomènes pour les bénéfices du spectacle. Mais as-tu vécu des cas où ce qui se déroule devant toi est tellement weird et étrange que tu es tenté de te retirer de ce cas particulier-là? Aurais-tu une anecdote d'un cas que tu dis là, c'était vraiment touché? Oui, lors d'un soin, la cliente Sylvestre Boula va s'en rappeler. Son conjoint était décédé, M. Armand. Je fais le massage, je lui parle de voyance et pendant la voyance, je suis rendue à travailler la nuque, le visage et tout ça parce que je fais un massage standard. Je fais le massage et tout ça, puis les mains se déposent et je viens comme pour embrasser la personne, puis je fais comme wow! Là, mon pyjama humain, mon côté humain reste, puis au niveau d'énergie, ça va beaucoup trop fort. Là, je viens pour venir l'embrasser, puis je me rappelle, je dis à la dame, là, il faut que vous dites à Armand non, là, non. Fait qu'elle se lève la tête, puis elle dit pourquoi le non? Puis là, elle me regarde, j'ai dit là, je vais vous embrasser. Là. Fait qu'elle me fait quoi? J'ai dit, j'ai pas envie de vous embrasser, fait que vous arrêtez ça. Fait que là, elle dit Armand, ça suffit, tu sais. La sensation du corps de faire fou, puis de reculer, puis de dire ok, attends une minute, je dois sortir de la salle, sortir, prendre le temps, revenir et dire on va s'arrêter là, parce que moi, ça a été trop loin. Vous vous ennuyez vraiment beaucoup de votre conjoint, lui aussi, mais ça, c'est pas dans mon sortilège, c'est pas dans mes choses à faire. Difficile de dire à quelqu'un qu'un drame s'en vient en une phrase. Non. Tu lui Non. dis, il Oui. est là pour ça. Puis il va avoir les outils qui vont Tu vas aider. tomber en bicycle, ça s'en vient. L'accident de moto, accident d'auto, je le dis. Ton point de vue sur l'astrologie, les cartes, les tarots, les lignes de la main, es-tu attiré par d'autres disciplines? Visiblement non. Mais tu as Mais sûrement exploré. Je trouve ça beau, je trouve ça le fun pour quelqu'un qui en a besoin. Je pense que ça devrait, tout le monde devrait avoir un paquet de cartes de tarot. Moi, je dis souvent, prenez un jeu de 54 cartes, un par un, mettez vos émotions, puis servez-vous-en. Un pendule, je pense que tout le monde devrait avoir ça. Mais pour en faire une vocation, je pense que non. Dernière ou avant-dernière question, devant le scepticisme, tu sais, les gens se présentent à toi, parfois sont peut-être sceptiques, qui ont été référés par d'autres, ils ne savent plus à quel sein se vouer, ils expriment un certain scepticisme. C'est quoi, en consultation, ta phrase clé que tu vas répondre, ton argument marteau comme réplique pour attester la teneur, la véracité de ton travail? As-tu une phrase clé que tu dis, ben là, regarde, pense à ça, puis là, la personne, oups, c'est pas fou, qu'est-ce qu'elle dit? Non, quand je sens la personne qui a une résistance, qu'est-ce que je fais, c'est que je demande en haut de me donner une information qui va enlever cette résistance-là. Donc la personne a une information qui est tellement pile sa vie que je peux pas deviner, que là, fou, la pression se lâche, la confiance se fait, puis on commence à vraiment avancer dans la rencontre. Est-ce que les esprits entendent nos pensées? Commence par là. Donc, quelqu'un qui mène une mauvaise vie, qui fait toutes sortes de choses, l'esprit n'est pas loin et le voit faire ses conneries. Mais on a tout un trajet à faire. Hein? Pour quelles raisons les esprits sont errants habituellement? Il y a quelque chose encore à nous dire, mais ils sont toujours présents. Fait que c'est là que j'ai de la difficulté avec votre errance, c'est qu'ils sont toujours là. C'est une âme, c'est l'âme est là. Est-ce que c'est vrai, ça? Moi, j'y crois. Dans les jours qui suivent un décès,
spécialement la première et deuxième semaine, les gens communiquent avec nous dans le rêve, dans certaines phases du rêve, et sont proches parce qu'ils veillent sur nous en quelque part. Ils ne veulent pas quitter, il va être correct, il y a trop de peine, fais-toi-en pas. Ils sont frustrés peut-être d'essayer de nous communiquer, fais-toi-en pas. Mais c'est vrai ça dans la première et deuxième semaine qui suit le décès. Moi, j'entends toujours qu'avant de partir, ils ont vérifié que tout le monde était capable de passer au travers de ça. Et oui, après ça, ils vont les accompagner parce que l'humain croit toujours qu'il ne pourra pas vivre sans cette personne-là pour finalement, un jour à la fois, y arriver. Mais ils sont là. Moi, j'entends qu'ils sont au bout du lit, ouais. Ils réchauffent les orteils, un petit chien, ils vont le mettre là. Bon. C'est bon, ça. En terminant, j'ai un cadeau pour toi aussi, même si tu lis peu. C'est ce qui est considéré comme la Bible du spiritisme. Ça, je t'en avais parlé un petit peu, mais j'en ai une copie pour toi. Ça a été écrit dans les milieux des années 1800. C'est un riche industriel, donc c'était pas un charlatan. Il faisait pas ça pour l'argent. Alan Kardec. Les esprits se sont manifestés à lui. Il a posé 1000 questions précises. C'est le livre des esprits d'Alan Kardec, il est à l'envers. Je te l'offre pour ta visite ici, merci. Parce que j'ai bien apprécié. Si les gens veulent te rejoindre, se sont sentis interpellés par ce que tu fais et aimeraient aussi une consultation, où est-ce qu'on peut te rejoindre? Le plus simple, c'est Go Rendez-vous. Vous tapez Centre du mieux-être Mélanie Ouellette. Go Rendez-vous? Oui, vous tapez Centre du mieux-être Mélanie Ouellette, mais partout vous allez Il y a Facebook aussi. Moi, c'est comme ça que je t'ai rejoint. Mais le Go Rendez-vous, c'est que vous avez l'horaire, le tarif, l'information, tout est là. Quand Go Rendez-vous, vous arrivez automatiquement sur la rencontre. Merci d'avoir été des nôtres. J'espère que c'est un plaisir qu'on va renouveler. C'était fort intéressant, mais j'avais encore plein de questions, mais là, je veux dire, on a 1 heure, on a peut-être même défoncé. Merci au nom de tous ceux et celles que tu as guidés et pour ceux à venir aussi, parce que je pense que c'est loin d'être terminé. Et donner, comme je le disais tantôt à François, la plus belle chose du monde, et c'est ce que tu fais. Félicitations. Merci d'avoir été nôtre, Mélanie. Très gentille. Je vais te donner la main, on peut maintenant. Merci. Merci, Mélanie. Maintenant, je vous parle d'un gym qui offre compétences et ambiance, soit TriStar Gym, une très belle salle de musculation qui vous attend sur place. On peut pratiquer tous les sports de combat également. Beaucoup d'expériences vous attendent. On va répondre à vos besoins. Et quand je parle d'expérience, comme exemple, le propriétaire, il s'appelle le coach Yves Jabouin. Il a 31 combats MMA en carrière et ça veut tout dire. Donc, TriStar Gym, situé au 530 Notre-Dame à Repentigny, ambiance et compétences. Je vais vous parler maintenant pour les amoureux de la musique. Ça, c'est tout nouveau. C'est la radio des DJ. Vous aimez le dance music, la musique en général, mais spécialement le dance music depuis les années 50. La première chose à faire, vous n'avez qu'à télécharger l'application Simple Radio. Vous allez après sur le poste la radio des DJ du Québec et je vous suggère d'aller voir aussi, il y a un petit sigle qui s'apparente à une pieuvre et vous faites DJ Jeff Radio et le tour est joué. Je voudrais remercier en passant Nick, le propriétaire, puisque nous entamons aujourd'hui notre 3e saison. Et je voudrais dire qu'être porte-parole d'un si bel endroit comme ici, c'est un privilège. Donc, merci d'avoir été des nôtres. Ici Stevie Ray. À la semaine prochaine.